C'est un pays dont le nom n'est pas associé spontanément au tourisme, mais pourtant les touristes, entre guillemets, il en passe ici depuis des millénaires avec des intentions plus ou moins pacifiques et plus ou moins belliqueuses. C'est un pays qui se découvre derrière un mur que ses habitants n'ont pas voulu et à l'intérieur de clôtures de fils de fer barbelés. C'est pourtant un pays qui a écrit des lettres majuscules dans l'histoire de l'humanité et en particulier dans l'histoire biblique. Nous sommes en Palestine. La Palestine et les Palestiniens, parce que la notion de peuple ici est importante, d'autant que la majorité de ce peuple palestinien est dans la diaspora, en dehors de son pays, entre guillemets, occupé, dans des camps de réfugiés, parfois même à l'intérieur de ce pays qui se découvre par une forme de tourisme différent, voire alternatif. Christophe Stefanski. Accessible en avion par l'État d'Israël et l'aéroport international de Tel Aviv, la Palestine regroupe aujourd'hui sous sa dénomination Jérusalem-Est, la Cisjordanie et la bande de Gaza, dont l'accès est pour le moment interdit aux touristes. Jusqu'en 2002, les frontières de la Cisjordanie étaient délimitées par le Jourdain à l'est et par la ligne verte, ligne d'armistice datant de 1949, reconnue internationalement. Depuis 2002, son territoire est séparé d'Israël et de Jérusalem par un mur de béton de 8 mètres de haut que les autorités israéliennes ont commencé à ériger au cœur de la seconde intifada. Des autorités qui poursuivent leur politique de colonisation, morcelant ainsi davantage encore le territoire palestinien. À l'intérieur de la Cisjordanie, 3 zones, A, B et C, s'imbriquent pour former un patchwork de partage des responsabilités entre Israéliens et Palestiniens. Même si la reconnaissance internationale obtenue par la Palestine en adhérant à l'UNESCO fin 2011 permet d'éclairer sous un jour nouveau cette bande de terre disputée depuis tant de siècles, se rendre à Jérusalem et en Cisjordanie et visiter des villes comme Bethléem, Ramallah, Naplouse, Hébron et Jéricho constitue le meilleur moyen de comprendre une situation débattue depuis si longtemps. Eh ben, le tourisme en Palestine, c'est quand même une notion assez récente, ça, non ? Je dirais c'est pas assez récent. Toujours il y avait des pèlerins, des touristes qui venaient en Palestine, oui, mais je veux dire à cause toujours de la situation politique, il y avait de temps en temps la peur que c'est dangereux d'aller dans les villes palestiniennes. Il faut dire que ce tourisme avait été un peu confisqué par les organisateurs de voyages israéliens et que vous avez créé, c'était en 1995, avec d'autres, un groupe pour un tourisme alternatif, mais géré par les Palestiniens eux-mêmes. Exactement, géré par les Palestiniens pour inviter les gens à découvrir la Palestine, que la Palestine c'est un bon pays, que nous avons beaucoup d'histoire, beaucoup de choses à voir, il y a une culture, beaucoup d'importance historique, biblique dans les villes palestiniennes, dans les territoires palestiniens. Et puis un tourisme qui favorise le contact. Exactement, favorise les contacts avec la population locale, les rencontres avec des associations soit palestiniennes, soit israéliennes, qui militent pour la paix, la justice, dans ce parti du monde. Il paraît même que vous invitez des colons israéliens à expliquer comment ils vivent sur place chez vous. Oui, de temps en temps, on fait des rencontres avec des colons pour aussi donner l'idée, bien les pensées, ces pensées par rapport pourquoi, par exemple, ils vivent dans les colonies. Hein. Donc c'est très important que les gens rencontrent les deux côtés, voir, comprendre comment ça se passe ici, la situation. À 8 km au sud de Jérusalem, Bethléem constitue un bon point de départ pour explorer la région. Ville la plus touristique de Cisjordanie, on y croise bien sûr de nombreux pèlerins venus se recueillir sur le lieu de naissance du Christ, mais la vieille ville, avec ses ruelles pavées et ses escaliers, son souk et son atmosphère chaleureuse, vaut également le détour. La rue de l'Étoile est particulièrement symbolique. Et la rue de l'Étoile, ça c'est la rue la plus ancienne de Bethléem. C'est l'entrée vraiment de Bethléem, historique. Il y a la tradition que les 3 rois mages sont rentrés par cette route pour visiter le bébé Jésus. Et par rapport à l'évangile de Matthieu, la rue de l'Étoile, parce que les 3 rois mages ont suivi l'étoile. C'était leur signe. Et puis il y a aussi une tradition que Joseph et Marie sont rentrés par cette route à Bethléem. Vaste esplanade située entre la mosquée d'Omar et la basilique de la Nativité, la place de la Nativité constitue le centre touristique de Bethléem. On y trouve l'office du tourisme, des banques et des restaurants, ainsi que le Centre pour la paix et son exposition permanente de crèches du monde entier.
La basilique de la Nativité est la plus ancienne basilique du pays et le deuxième lieu saint pour les chrétiens après Jérusalem. L'édifice original date du IVe siècle et a miraculeusement échappé à toutes les destructions et invasions qui ont régulièrement ravagé la Terre Sainte. Restaurée par les croisés, augmentée d'un couvent arménien et d'une église catholique, la basilique est construite au-dessus du lieu de naissance de Jésus, auquel on accède par un escalier souterrain qui s'enfonce sous l'autel. Partagée par un décret de 1852 entre arméniens, grecs-orthodoxes et latins, la basilique de la Nativité a été classée en juin 2012 au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Monsieur le maire, c'est une fierté et une responsabilité particulière d'être le maire d'une ville comme Bethléem. Sûrement. C'est un honneur pour moi d'être élu, d'être le maire de Bethléem avant cette année. Parce que vous savez que Bethléem, c'est le centre de la chrétienté dans tout le monde. Et pour cela, il faut maintenir Bethléem une beau ville pour tout le monde. Alors quand on vient de l'extérieur, ce qui est notre cas, on ne peut pas ne pas penser, voir en permanence le mur qui est là à quelques dizaines de mètres. Quand on vit à l'intérieur au quotidien, est-ce qu'on en fait abstraction ou est-ce qu'on y pense? Cette mur, qui est 8 mètres en haut, fait beaucoup d'obstructions pour les citoyens de Bethléem. Sûrement dans tous les cas économique, le cas médical, le cas psychologique, pour l'agriculture, pour les touristes. Encore, pour aller à Jérusalem, à prier à Jérusalem, il faut prendre une permis de l'État d'Israël. Nous vivrons dans une grande prison dans cette ville. Alors comment éclater ces murs? Comment sortir de cette prison? Par la non-violence? Par le tourisme? C'est ça. Quand vous venez à Bethléem, et tous les touristes et les pèlerinages qui viennent à Bethléem ont battu cette mur. Elle a battu cette mur, non pas physiquement, mais psychologiquement pour les citoyens de Bethléem et de la Palestine. Oui. Le deuxième pas, Oui. il faut que l'État européen et l'Amérique fassent quelque chose avec Israël. Nous sommes dans le 21e siècle. Il faut abattre cette mur. Il faut faire des bridges of love and understanding. Des ponts d'amour et de compréhension. Oui. Entre les jeunes. Quand on se promène à Bethléem et en Palestine plus généralement, on est frappé de la gentillesse, de la convivialité et de l'accueil des habitants. Ils sont comme les Belges. Nichée au creux d'une vallée, Naplouse est l'une des villes les plus peuplées de Cisjordanie. Ayant subi de nombreux bombardements israéliens pendant la seconde intifada de 2002, Naplouse est aujourd'hui une ville particulièrement accueillante et mérite elle aussi de s'y attarder, même si les touristes y sont encore peu nombreux. On peut présenter Naplouse comme une ville qui est vraiment située entre deux collines, deux montagnes, Girazim et Ibal. C'est une ville qui est très connue, c'est une ville très ancienne, très très bon, elle a beaucoup de patrimoine, d'histoire. Vraiment, il faut visiter cette ville. La ville de Naplouse, elle a une histoire biblique, soit dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est connu comme la région de Samarie. Et c'est pour ça que nous avons, par exemple, sur le mont Gerazim, les Samaritains. Dans une communauté très ancienne. Puis dans la vieille ville de Naplouse, on trouve le souk. Une majorité de quartiers de souk étaient construits par les Romains, donc des ruines romaines, qui datent vraiment de 72 après Jésus. Et c'est pour ça le nom de Naplouse, ça signifie Néopolis, la nouvelle ville, qui était construite par Vespasien. Dans le marché, le souk, on trouve pas mal de choses, beaucoup de choses à voir. Il y a les hammams turcs qui est encore utilisés maintenant par les Palestiniens, par les gens même. Elles peuvent être utilisées par les visiteurs. Il y a aussi la gastronomie, bien les pâtisseries palestiniennes connues à Naplouse, ça s'appelle Knafa, qui a la spécialité vraiment de la ville de Naplouse. À déguster impérativement chaud ou tiède, le knafé est un fromage blanc cuit sous une couche de pâte brisée orangée recouverte de sirop, un délice.
Autre spécialité de Naplouse, le savon. À base d'huile d'olive, il est toujours fabriqué selon un procédé artisanal et est réputé dans tout le Proche-Orient. Il est d'ailleurs possible de visiter l'une des savonneries encore en activité dans la ville. Au sud de Naplouse, on trouve le puits de Jacob. D'après la tradition chrétienne, c'est au-dessus de ce puits que Jésus révéla à une femme samaritaine qu'il était le Messie. L'église actuelle date du 19e siècle et appartient désormais à la communauté grecque orthodoxe. Le puits profond de 40 mètres est toujours visible dans la crypte et l'eau y est toujours aussi rafraîchissante. Protégée par les collines arides de Judée, Jérusalem est une étape incontournable d'un voyage en Israël ou en Palestine. Ville sainte du peuple juif, vénérée par les chrétiens comme la ville du Christ et considérée par les musulmans comme le troisième lieu saint après la Mecque et Médine, Jérusalem est une ville hors du temps, fascinante et chargée de spiritualité. L'église du Saint-Sépulcre a été bâtie sur les lieux même du calvaire du Christ au Golgotha. On y visite son tombeau et c'est un symbole de cette ville de paix, car c'est bien ça que signifie Jérusalem, capitale sacrée pour différentes religions. Jérusalem, une ville convoitée, quelquefois jusque dans le sang à travers les siècles et dont nous vous proposons d'approcher quelques-uns des paradoxes. Long de 4 km, les remparts qui entourent la vieille ville furent construits au XVIe siècle sous le règne de Soliman le Magnifique. 8 portes permettent l'accès à la vieille ville, dont la pittoresque porte de Damas qui donne en plein cœur de Jérusalem-Est et du quartier arabe. Cette porte, deuxième après celle de Jaffa, menait jadis, comme son nom l'indique, à la capitale syrienne. La vieille ville est divisée en 4 quartiers ethniques et religieux, juifs, chrétiens, arméniens et musulmans. Ce dernier est le plus oriental de la vieille ville, avec ses innombrables commerces nichés dans de longues ruelles voûtées et obscures, constituant un des souks les plus charmants de tout le Proche-Orient. Père Guy Teunice, on vous connaît bien, notamment pour votre action en faveur du droit à la personne au Rwanda. Vous voilà à Jérusalem, le seul prêtre belge? Non, nous sommes 2 en fait, mais disons que nous sommes très peu ici à Jérusalem de fait. Alors à Jérusalem, il faudrait presque parler du centre des églises et nous en avons une vue quasiment panoramique d'où nous sommes. On a 14 églises ici à Jérusalem, dont 7 églises catholiques. Souvent les catholiques ne savent pas que nous avons 7 églises catholiques ici à Jérusalem. Et sans oublier les autres religions. Alors il y a autant d'églises orthodoxes pratiquement. Oui. Alors en plus il y a les anglicans et les luthériens. Mais alors il y a aussi beaucoup d'autres églises, beaucoup d'autres communautés chrétiennes qui passent ici. Donc, ça, et pas sûr. Que des communautés chrétiennes. Non, parce que nous recevons énormément de visiteurs juifs et musulmans. Nous sommes ici au centre le lieu sacré pour les 3 religions. Vous avez à la fois le mur de lamentation que vous visiterez, vous voyez le dôme de la synagogue Urva qui a été reconstruit, inauguré l'année passée. Vous avez le dôme du Rocher, vous avez la mosquée Al-Aqsa, qui est le 3e lieu saint pour l'islam, après Médine et la Mecque. À Jérusalem, ce qui attire les pèlerins du monde entier, c'est la Via Dolorosa, ou chemin de croix qui, d'après la tradition chrétienne, correspond au chemin qui conduisit Jésus jusqu'au Golgotha, lieu de sa crucifixion. Lieu dans lequel Pilate appréhenda Jésus et le flagella. Et les militaires posèrent sur sa tête une couronne d'épines. 7e des 14 stations du chemin de croix, Jésus tombe, dit-on, pour la 2e fois sous le poids de la croix. Un chemin de croix reconstitué à l'époque des croisés. Et ce qui est significatif ici, c'est que c'est la dernière station qui se trouve dans ce qui était l'enceinte, les remparts, la muraille de l'époque. Tout le reste est en dehors. Situé à l'extérieur de la vieille ville, le mont des Oliviers est l'une des 4 collines sacrées de Jérusalem. Le sommet, vénéré par les chrétiens, serait le lieu de l'Ascension. On y trouve aussi le plus ancien cimetière juif. Pour les 3 religions du livre, le mont des Oliviers serait le lieu du jugement dernier. Juste à l'extérieur de l'enceinte de la vieille ville, le couvent dominicain Saint-Étienne abrite l'école biblique et archéologique française, fondée en 1890 par le père Lagrange. Les dominicains ont fondé une école pour l'étude de la Bible dans son contexte historique
et son contexte topographique. Parmi les grands projets de l'école était l'étude sur les manuscrits de la mer Morte et aussi les fouilles à Qumran. Et un grand projet aussi, c'était l'édition de la Bible de Jérusalem, qui était réalisée en 1956. C'était la première édition scientifique de la Bible dans le monde catholique, la Bible traduite des langues originales. Un grand outil de travail pour tous les chercheurs, pas seulement les dominicains, c'est la bibliothèque du couvent, la bibliothèque qui est spécialisée dans le domaine de la Bible et du Proche-Orient ancien. Et on a 150 000 ouvrages. Si on les met côté à côté, on aurait une ligne de livres qui est à 18 km. C'est une des collections les plus importantes dans ce domaine de recherche dans le monde entier. À 16 km au nord de Jérusalem, Ramallah est la capitale administrative de la Cisjordanie et abrite le siège du gouvernement de l'autorité palestinienne, la Moukata. C'est là qu'en 2002, Yasser Arafat est resté enfermé durant 5 mois, assiégé par les troupes israéliennes au cours de la deuxième intifada. Depuis 2004, le Raïs repose derrière la Moukata dans un mausolée en pierre et en verre. Dynamique sur le plan économique, Ramallah est surtout incroyablement vivante, avec des endroits branchés ouverts sur l'extérieur et répondant aux désirs d'une clientèle internationale. On y apprécie aussi l'atmosphère de sa vieille ville. C'est là qu'est installée l'école de musique Al-Kamanjati, créée par Ramzi Abou-Redouane, musicien palestinien au destin peu banal, qui après avoir grandi dans un camp de réfugiés, est venu en France apprendre la musique au conservatoire d'Angers, avant de connaître une carrière de violoniste international. L'association Al-Kamanjati a été créée à Angers en 2002. Le projet était un rêve que j'avais toujours envie de réaliser et ce rêve a commencé à se réaliser quand je faisais mes études en France. Et puis c'est là où j'ai convaincu pas mal de musiciens de venir ici en 2003, commencer à faire des ateliers, des concerts, des workshops en fait, pour les enfants dans toute la Palestine. Et on a fait ça pendant quelques années, 2003, 2004 et 2005. Et là, on a commencé la première école ici dans la vieille ville de Ramallah. Et maintenant, Al-Kamanjati travaille dans 8 locations. Et on travaille aussi dans 5 camps de réfugiés où on donne des cours de musique à environ 500 enfants. Du coup, les enfants, il y en a pas mal qui prennent la musique comme vraiment leur vie. Ils veulent faire que de la musique dans leur vie. On en a quelques jeunes qui sont partis déjà en Europe pour étudier la musique, pour ensuite devenir professeur et revenir ici devenir professeur, pour pouvoir contribuer aussi au développement de la vie musicale en Palestine. La musique peut apporter beaucoup pour des jeunes et des enfants qui vivent dans un état comme la Palestine, où les enfants cherchent à arriver sur le niveau normal de vie. Voilà. De nombreux liens existent entre la Belgique et la Palestine. À quelques kilomètres de Ramallah, la région wallonne, par l'intermédiaire de l'Institut du patrimoine wallon, a collaboré à restaurer un ensemble d'habitations traditionnelles destinées aujourd'hui à accueillir des artistes ou des professeurs étrangers. C'est un projet qui a été fait en collaboration très fusionnelle avec le RIWAC, qui est une ONG de réhabilitation du patrimoine ancien en Palestine, et spécialement dans la région de Ramallah et ici de Bir Zaïd, qui est juste au nord de Ramallah. À 30 km au sud de Jérusalem, Hébron est la ville la plus importante de Cisjordanie en termes démographiques et économiques. Passionnante à plus d'un titre, elle est surtout connue pour sa vieille ville, berceau historique de premier ordre. C'est la ville de patriarche, une ville biblique très importante. Beaucoup d'histoires bibliques est arrivée dans cette ville. Et c'est un lieu qui est magnifique pour tout le monde venir visiter la vieille ville qui date vraiment des temps croisés, temps mamelouk. Et c'est une belle ville, les marchés qui est bon aussi. Et les gens qui viennent visiter la Palestine doivent visiter Hébron aussi.
Selon la Bible, les patriarches hébreux Abraham, Isaac et Jacob séjournèrent à Hébron à tour de rôle et furent ensevelis avec leurs épouses respectives dans le tombeau des patriarches, lieu saint du judaïsme et de l'islam. Après le massacre en 1994 de 29 Palestiniens par un colon israélien, le tombeau des patriarches est passé sous contrôle de l'armée israélienne et a été partagé en 2 parties, l'une réservée aux juifs et l'autre aux musulmans. Hébron, on peut dire que c'est la seule ville où il y a cette situation unique. Unique, pourquoi unique? Parce qu'il y a les colons qui s'installent dans le centre-ville d'Hébron. Il y a 5 implantations juives, dont environ entre 300 et 400 colons qui vraiment occupent le cœur de la ville d'Hébron. Et ça un peu complique la situation dans la vieille ville. C'est pour ça qu'elle devient pauvre. Parce que tout le monde pense de partir de la vieille ville, parce qu'il y a de temps en temps d'harcèlement de la part des colons, de la part des militaires israéliens. Donc les gens évitent depuis quelques temps de venir vraiment dans la vieille ville pour faire leurs achats, etc. Donc il y a un côté riche d'Hébron, et c'est bien, mais je veux dire, il faut aussi encourager les gens, même des Hébronites, de venir faire les achats ici. Et pourquoi pas acheter l'une des spécialités d'Hébron, le verre soufflé. Le verre soufflé est connu à Hébron depuis très longtemps. Dans notre famille, cela fait plus de 750 ans qu'on en fabrique. Et on le fait toujours selon la méthode traditionnelle. Avant, on utilisait du sable, mais aujourd'hui, on prend du verre cassé parce qu'on l'en trouve partout dans les rues. On recycle alors ce verre blanc, on le fait fondre dans le four à 1400 degrés et après, on peut lui donner la couleur que l'on veut. Ben voilà, il vous est possible aussi de vivre un moment privilégié, original, alternatif et convivial. Un repas dans une famille. Nous sommes dans la famille Andal avec Adèle, le papa. Sarah, la maman, je pense que c'est elle qui cuisine. Hein. Et alors, il y a les 2 filles qui parlent français, c'est ça hein? Vous parlez français ça, c'est Mariam, c'est ça? Donc Marie hein, et Agnès. Hein. Alors ça, c'est un repas traditionnel qu'on partage avec Mick, qui nous vient de Toronto, au Canada. C'est un repas que l'on mange à la maison à peu près tous les jours, avec une base de riz, et puis là il y a du poulet manifestement, des petites galettes, et puis alors aussi des boissons locales à table. Hein. Il y a la bière, l'unique bière qui est produite en Palestine, et il y a du vin, hein, car il y a des vignobles en Palestine, et notamment ce vin de la région de Bethléem, et puis ceci c'est l'eau bénite. Enfin, en réalité, c'est l'arak, c'est ça? Goûter avec modération, je crois. Bien, ben c'est ce que nous allons faire. À votre santé. On dit comment? À votre santé? En arabe, sarté. Sarté. Ah ben voilà, on va essayer de ne pas tout mélanger, hein, le liquide et le solide. Merci de nous recevoir. C'est au nord-est de Ramallah, dans le petit village de Taïbeh, juché à 930 mètres d'altitude dans un environnement bucolique, que l'on trouve l'unique brasserie de Palestine. La brasserie Taïbeh est la seule microbrasserie de tout le Moyen-Orient et la seule brasserie de Palestine. La société a été créée en 1994 après les accords d'Oslo par mon grand-père, mon père et mon oncle. Avant, nous vivions aux États-Unis et mon père brassait de la bière pour le plaisir. Après les accords d'Oslo, mon grand-père souhaitait que ses enfants et ses petits-enfants reviennent vivre en Palestine. Les accords d'Oslo nous ont encouragés à franchir le pas. Actuellement, nous exportons 10% de notre bière à l'étranger, 40% de notre production est écoulée en Israël et 50% en Cisjordanie. Notre bière est brassée sous licence en Allemagne et exportée ensuite en Belgique. Nous assurons nous-mêmes l'exportation vers la Suède et le Japon et nous travaillons actuellement sur les marchés américains et britanniques. La route qui mène vers Jéricho et la mer Morte ne manque pas d'intérêt, comme le Wadi Kelt, une zone de randonnée très prisée. On y découvre des paysages exceptionnels, de nombreuses sources, de nombreux vestiges d'aqueducs ou encore l'étonnant monastère orthodoxe Saint-Georges datant du IVe siècle, accroché à une falaise dans une nature splendide.
Situé sur la rive occidentale de la vallée du Jourdain, à 8 km au nord de la mer Morte, Jéricho, surnommée notamment la Cité des Palmiers, est une oasis au climat tropical qui doit sa fertilité aux nombreuses sources qui l'arrosent. Elle est aussi la ville la plus basse du globe, à 240 mètres sous le niveau de la mer, et la plus vieille cité du monde, comme l'attestent les fouilles réalisées sur le site de Tel es-Sultan, qui datent les premières occupations humaines à environ 9000 ans avant Jésus-Christ. Il y a plein de sites archéologiques dans la ville de Jéricho, environ 114 sites archéologiques dans la ville de Jéricho. Il y a la monte de Tentation, c'est un lieu très important pour les chrétiens. C'est le lieu où Jésus est là pour jeûner 40 jours. La tradition fixe en effet sur cette montagne le jeûne de Jésus pendant 40 jours et sa tentation par le diable. Un téléphérique permet de se rendre sans effort au monastère de la Quarantaine, accroché à la paroi du mont de la Tentation, et d'apprécier une vue imprenable sur Jéricho, la vallée du Jourdain et la mer Morte. Entre Israël, la Cisjordanie et la Jordanie, la mer Morte, grand lac de 80 km de long, déserté de toute forme de vie, est un site unique au monde. À 400 mètres sous le niveau de la mer, c'est l'endroit le plus bas sur Terre. Grâce à son taux de salinité record, on y flotte littéralement. Riche en minéraux, les eaux et les boues de la mer Morte sont aussi une source extraordinaire de bienfaits pour la peau et l'organisme. Sachez que si vous désirez découvrir la Palestine et Israël, la province du Hainaut propose via son organisme international Hainaut Tourisme des voyages à destination de la Terre Sainte. On se rend compte qu'on a une partie de notre histoire ici. Nos racines judéo-chrétiennes, c'est presque, dans le fond, une machine à remonter le temps. On se rend compte que, il y a pas mal d'affinités, dans le fond, entre nous, ce qui se passe ici. Et puis, voir l'église de la Nativité, le Saint-Sépulcre, Jéricho, ça nous rappelle effectivement des tas d'épisodes, dans le fond, de ce qu'on a pu lire dans notre enfance, à travers la Bible, etc. Donc, je pense que ce voyage, avant tout, c'est cette volonté-là d'aller voir les gens directement sur le terrain, mieux les connaître. Et dans le fond, quand on revient, je crois qu'on se connaît un peu mieux soi-même aussi. Mais voilà tout un symbole, ce village de Taipei qui signifie bon, joli, pour quitter un pays que nous n'avons fait que survoler, esquisser, un pays qui est composé de la Cisjordanie, de la bande de Gaza, un pays qui est un peu constellé de trous comme un gruyère, vous l'aurez compris, mais dont les habitants veulent plus que jamais témoigner aussi de leur sens de l'accueil, et avec le sourire, comme vous l'avez sans doute prouvé, ce reportage de Christophe Stefanski, Colin Wilput et Thierry Massin.